Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, ils sont 5 candidats officiellement déclarés pour l'élection présidentielle au Burkina Faso. L'Union pour le progrès et le changement, à l'issue de son congrès extraordinaire les 27 et 28 juin, a officiellement désigné Zéphirin Diabré pour briguer la magistrature suprême en octobre. L'instabilité qui règne dans l'est de la République démocratique du Congo serait-elle liée aux convoitises des ressources minières? Une théorie défendue par de nombreux politologues, des minerais comme l'or, le coltan ou le cassitérite sont légion. Le Maroc entreprend une politique de reboisement pour lutter contre la désertification. La plupart des terres sont arides, mais les forêts couvrent 2,5 millions d'hectares. Une particularité possible notamment grâce à l'armoise, une plante qui pousse sur les steppes. Mais d'abord, 2 mois après l'élection présidentielle, au Togo, la composition du gouvernement a été rendue publique ce dimanche 28 juin. L'équipe ministérielle du 3e mandat du président Faure Gnassingbé compte 23 ministres, dont 4 femmes. 10 ministres font leur entrée au gouvernement. Parmi eux, on notera la présence du vice-président de l'Union pour la République, Georges Kouaou Aïdam, au ministère de l'Enseignement public. Écoutez l'analyse du journaliste Augustin Omeda. Disons que le gouvernement était très attendu depuis la nomination du Premier ministre. Depuis la proclamation des résultats officiels, il s'est passé comme un coup d'argent sur la tête des Togolais, quelque peu désintéressé de la chose politique. La nouvelle composition est quand même saluée pour quelques signaux qui sont envoyés, notamment la réduction drastique du nombre de portefeuilles qui porte à croire qu'au sommet de l'État, on est décidé à réduire considérablement le train de vie de l'État. Et il y a eu également l'entrée de quelques technocrates comme le professeur Midi Yawa, qui porte à croire également que sur certains problèmes comme la question de santé, on est décidé maintenant à sortir de la politique. Disons que, grosso modo, oui, l'attente a trop duré, a provoqué une certaine lassitude. La présentation de cette équipe n'a pas du tout provoqué, j'allais dire, l'enthousiasme qu'on aurait dû attendre des premières heures de la proclamation des résultats ou de la nomination du gouvernement. C'est une première pour la figure de l'opposition burkinabé, Zéphirin Diabré, particulièrement actif dans l'éviction de l'ancien chef de l'État Blaise Compaoré. Le président du parti de l'Union pour le progrès a été officiellement désigné comme candidat à l'élection présidentielle. C'est le 5e candidat de ce scrutin attendu pour le mois d'octobre. Reportage de notre correspondant Wenjam Valentin Compaoré. Voici le candidat de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement. Réunis en congrès extraordinaire ces 27 et 28 juin 2015, les militants de ce parti ont choisi Zéphirin Diabré, le président et fondateur de cette formation politique, pour porter les couleurs à l'élection présidentielle d'octobre 2015. Un appel entendu par ce dernier qui estime incarner le vrai changement tant attendu par les Burkinabés. L'UPC, qui participera pour la première fois à une présidentielle, compte construire un Burkina nouveau. Nous n'avons pas décidé d'aller à cette bataille parce que nous voulons uniquement goûter aux délices du pouvoir. Non, nous n'avons pas décidé d'aller à cette bataille parce que nous rêverions d'une quelconque revanche sur je ne sais trop qui et quoi. Non, nous n'avons pas décidé d'aller à cette bataille parce que nous voudrions retrouver un certain paradis perdu. Oui, nous avons décidé d'aller à cette bataille parce que nous avons une ambition, un projet pour notre pays, le Burkina Faso. En 2010, ce parti est arrivé en 2e position lors des élections législatives de décembre 2012. Une position qui a conféré à son leader le statut de chef de file de l'opposition politique jusqu'à la démission du président Blaise Compaoré en octobre 2014. Pour ces militants, l'espoir est permis. Nous pensons que notre candidat a beaucoup de chance. Pourquoi il a beaucoup de chance? Parce qu'il a beaucoup de qualités. Et ce sont ces mêmes qualités qui lui ont permis d'organiser l'ex-CEPOP, l'ex-opposition,
qui a organisé les marches, qui a réussi à rassembler pour aboutir à l'insurrection des 30 et 31 octobre. Donc c'est un rassembleur, c'est un démocrate, c'est un républicain et nous pensons que le Burkina Faso a besoin d'un homme avec ses qualités. Pour rappel, les élections couplées présidentielles et législatives sont prévues pour le 11 octobre 2015. Zéphirin Diabré est le 8e candidat déclaré à la course pour la présidentielle. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang Basogo a entamé ce samedi une tournée dans l'ensemble du pays, une tournée qui annonce le développement de projets d'infrastructures notamment. Reportage de notre correspondant Serge Kofi. Le président Obiang Basogo à la rencontre des populations de Kogo, un district enclavé de la province du littoral. Le chef de l'État a exposé le processus de développement entamé par le gouvernement équato-guinéen dans la région. Ici à Kogo, ces 2 dernières années, des infrastructures se sont développées, à savoir un hôtel 5 étoiles pour favoriser le tourisme, un front de mer de 10 hectares sur la rivière Mouni et un terminal qui facilite la navigation fluviale vers les ports du pays et de Libreville, la capitale gabonaise, plus au sud. Tous les projets développés ici ont pour objectif de donner une impulsion à l'industrie touristique. En complément à l'offre qui existe, à savoir cet hôtel de 5 étoiles, nous allons construire un club nautique de dernière génération fluviale, quelque chose de spectaculaire. Un palais de congrès avec une coupole en bas de 3 usages et un parc de divertissement pour toute la population, non seulement de Kogo, mais environnant. Tous ces projets sont complémentaires les uns aux autres. Lors de cette visite, le président Obiang Basogo a annoncé la mise en place de 3 districts urbains qui serviront de centres nucléaires de développement. Des districts dans lesquels seront développés des projets d'infrastructure. À partir d'aujourd'hui, le gouvernement veut appuyer le développement des petites villes. Dans ces dernières, nous allons mettre en place la lumière, l'eau et les infrastructures. J'ai choisi lors de ces voyages 3 villages qui vont se convertir d'ici peu comme centre nucléaire pilote de développement. La tournée républicaine du président Teodoro Obiang Basogo s'inscrit dans une rencontre formelle des populations. Kogo représente la première étape de cette tournée. Les ressources minières seraient-elles une des raisons qui expliquent les guerres à l'est de la République démocratique du Congo? Les conflits et les troubles persistent dans cette zone depuis 2 décennies, causant des morts et des déplacés. Malgré les initiatives de la communauté internationale, la paix tarde encore à s'installer. Jacques Amboka. L'est de la RDC, la République démocratique du Congo, vit dans l'instabilité des rébellions et des groupes armés depuis 2 décennies. L'or, le coltan, la cassiterie, la zone renferme diverses richesses qui, selon les observateurs, exposent le pays aux convoitises étrangères et des multinationales. Les pays qui ont la réputation de regorger énormément de ressources naturelles sont souvent passés par ces périodes de guerre, de crise, et que généralement ça n'enrichit pas. Si l'on étudie aussi, l'on examine la nature des crises et des conflits qui se déroulent en RDC, je crois que cette thèse ne serait pas infondée. Il y a, me semble-t-il, une relation de causalité. Des gisements transfrontaliers dont la configuration dans le sous-sol traverse des pays frontaliers et qui donnent aux voisins l'argument de revendiquer le droit d'exploitation. Alors, dans les pays voisins directement du Congo, vous avez les premiers intermédiaires. C'est généralement des Indo-Pakistanais, c'est des étrangers qui installent là-bas des centres pratiquement de récupération, mais en fait des centres d'achat. Ils font entrer dans les réseaux officiels à partir des pays voisins. Donc l'or est identifié comme par exemple l'or ougandais, comme l'or rwandais, comme burundais, mais il est d'origine congolaise. Et ainsi, il entre dans le commerce mondial avec une autre nationalité. Plusieurs acteurs de l'économie criminelle sont impliqués dans la crise à l'est de la RDC, appuyant les revendications politiques des groupes armés qui se transforment par la suite en rébellion. En 2010, le président américain Barack Obama a signé la loi Dodd-Frank exigeant la traçabilité et la certification des minerais issus de cette zone. Son application est une piste en faveur de la paix à l'est de la République démocratique du Congo.
Le Maroc renforce ses programmes de lutte contre la désertification. Des projets sont mis en place pour la préservation des écosystèmes arides, notamment dans la région orientale du pays. L'objectif, c'est de venir en aide aux agriculteurs locaux qui utilisent la terre pour élever le bétail. Emmanuel Milimono. Le Maroc lutte contre la désertification. À l'instar de la plupart des pays du continent africain, le Maroc est confronté depuis plusieurs décennies aux graves menaces de la désertification et de la dégradation de ses ressources naturelles. L'ampleur du phénomène observé et les répercussions socio-économiques a amené l'État à adopter une politique et des programmes susceptibles d'enrayer la tendance. C'est dans ce cadre que la région orientale du pays fait l'objet de reboisement. Ici, les populations vivent essentiellement de l'élevage du bétail, mais avec des précipitations faibles et irrégulières, la sécheresse est un facteur commun que les agriculteurs doivent affronter. Il pleut une année, nous sommes heureux, ensuite il cesse de pleuvoir pendant 4 ans, ce qui nous rend tristes. Tout le monde en souffre, petits et grands éleveurs. Nous prions Dieu de nous donner la pluie et nous lui demandons de prendre soin de ces animaux. Les agriculteurs et les éleveurs de bétail se sont organisés en associations et coopératives pour travailler avec les autorités. Avec le ministère de l'Agriculture et plusieurs organisations internationales, le Haut Commissariat des eaux et forêts et de la lutte contre la désertification a mis en œuvre de nombreux projets. Parmi eux, les efforts visant à aider les populations locales à réduire la pauvreté. L'objectif principal est la réhabilitation de l'écosystème en général. Ce que nous ambitionnons, c'est de planter des arbres pour régénérer le sol. Il y a de nombreux avantages dans le fait d'avoir une ceinture verte pour protéger l'habitat des peuples ainsi que les institutions. Le Maroc a lancé son deuxième plan stratégique 2015-2024 de 100 millions de dollars en vue de lutter contre la désertification dans les provinces de l'Est. Ce plan sera cofinancé par le gouvernement marocain, le Fonds mondial pour l'environnement et le Fonds international pour le développement de l'agriculture. Les agriculteurs et les éleveurs ne sont pas les seuls bénéficiaires des projets. Les femmes locales ont également été organisées en associations et coopératives pour les aider à utiliser leurs compétences pour une auto-prise en charge. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.